C'est bon, ça enregistre. On y va. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 45e épisode. Aujourd'hui avec un petit nouveau, en tout cas sur le podcast, Max Fraisse, qui est notre youtubeur maison. Salut Max. Salut Eric, bonjour tout le monde. Nous avons aussi Florent Ferrière, qui commence à être un habitué du podcast, journaliste à Automobile Propre. Salut Florent. Bonjour à tous. Et Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Comment ça va Pierre ? Ça va bien, bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Ça nous ferait très plaisir et ça aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, on a une édition un petit peu particulière avec de l'actu. Donc on aura 5 sujets sur l'actualité de ces derniers jours. Et puis surtout, on aura une petite parenthèse essais et voyages avec Pierre et Max qui vont nous raconter leurs dernières aventures et notamment un essai un petit peu original. Alors, on commence tout de suite avec le premier sujet, qui est un sujet autour de la recharge. C'est un sujet récurrent chez nous parce que ça nous intéresse beaucoup et qu'on considère qu'il n'y a pas d'évolution dans la voiture électrique sans une évolution importante au niveau des opérateurs de recharge. Et là, on a appris cette semaine qu'il y avait une forte baisse des prix sur les superchargeurs Tesla, Florent. Oui, alors bon, les prix en ce moment chez Tesla, les prix de la recharge changent beaucoup avec des bonnes et des mauvaises surprises. Et là, les conducteurs d'une Tesla ont une très bonne surprise car le 23 novembre, ils ont découvert une dégringolade des prix. Alors, pour vous donner une idée, c'est passé... Alors, en fait, maintenant, il faut quand même préciser qu'il y a deux prix dans la journée, car il y a un prix un peu plus élevé de 16h à 20h qui correspond à un pic de consommation. Voilà, en ces temps de risque de pénurie d'électricité et de blackout, Tesla veut un peu pousser ses clients à recharger en dehors de ce grand pic de consommation. Et donc, avant, il y a quelques jours, pendant ce pic de consommation, c'était 66 centimes le kilowattheure, et là, c'est descendu à 38. Et le reste de la journée, avant, c'était 59 centimes le kilowattheure, et là, c'est descendu en moyenne à 34 centimes. Donc, c'est une très grosse chute. Alors, comme en ce moment, c'est un peu le Black Friday, on s'est dit, tiens, est-ce qu'ils font une offre promotionnelle, même si c'est pas trop le genre de la maison? On leur a demandé, ils nous ont dit que non, c'est pas lié au Black Friday. En fait, ils décident de s'adapter au fur et à mesure au prix, au cours de l'électricité. Donc là, apparemment, pour eux, le prix de l'électricité a baissé. Donc, ils ont dit, on en fait profiter nos clients. Donc, alors c'est inédit parce que finalement, on s'aperçoit avec le monde de la voiture électrique que les prix peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Et là, il n'est pas question de taxes flottantes sur les produits, mais réellement d'une initiative des opérateurs. Donc Tesla dit voilà, les prix de gros d'achat d'énergie baissent pour nous, donc on répercute immédiatement la baisse auprès de nos consommateurs. C'est une initiative qui paraît très vertueuse et qui est totalement inattendue. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix pratiquement du kilowattheure chez Tesla est presque, pas tout à fait, mais presque divisé par 2 par rapport à ce qui pouvait être cet été, par exemple. Oui, bah après, finalement, ça commence à faire penser à une station-service avec de l'essence. Les prix changent chaque jour. Donc là, les prix vont pas changer chaque jour, mais ils changent nettement plus régulièrement depuis la rentrée que l'habitude qu'on avait avec Tesla. Là, ils avaient changé en septembre-octobre. Ils avaient changé déjà il y a une semaine. Donc là, au bout d'une semaine, ils changent encore à nouveau. Et je pense qu'il y aura encore des évolutions tout au long des semaines à partir, voilà, dès la semaine prochaine, ça peut changer encore. Alors effectivement, les variations, tu fais bien de rappeler qu'il y a aussi des variations à la pompe du prix des carburants fossiles. Cela étant, aujourd'hui, la tendance est vraiment à la hausse. Et puis, on n'est pas habitué, on n'a jamais été habitué à ce que les prix puissent fluctuer autant avec une telle amplitude. C'est-à-dire que ça se joue souvent à la marge à quelques centimes. Là, on passe presque du simple au double et à nouveau du double au simple. Bon, rappelons quand même qu'il y a 3 ans, pour prendre un point de repère dans le temps, quand la Tesla Model 3 est sortie il y a 3 ans et demi, je crois me souvenir que le prix du kilowattheure était à 24 centimes.
il est monté jusqu'à 60 centimes. Donc on imagine le tollé que ça aurait fait si les prix de l'essence avaient presque triplé en 3 ans et demi. D'accord, donc on va suivre l'évolution. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs et pour les conducteurs de Tesla. Et puis peut-être une moins bonne nouvelle pour les concurrents qui finalement profitaient un petit peu de la hausse des prix chez Tesla pour eux maintenir leur prix. Et ça, c'est aussi probablement le signe d'une concurrence accrue dans le secteur de la recharge. Deuxième sujet, Mercedes qui fait une petite une innovation en imaginant un abonnement payant pour augmenter la puissance de ses voitures électriques. Alors on connaît de plus en plus ce sujet avec l'évolution technologique des voitures et notamment leur connectivité, la possibilité de faire des mises à jour, etc. à distance, et aussi la possibilité de réserver ou de louer des options pendant un temps donné. Et là donc Mercedes va vous louer de la puissance en plus, Laurent. Oui, on le voit, voilà, comme tu as dit, de plus en plus, notamment BMW le fait, mais beaucoup pour des équipements de confort, par exemple les sièges chauffants. Et là, Mercedes a innové avec une partie vraiment technique pour améliorer techniquement son véhicule. Alors, ça a été pour l'instant lancé aux États-Unis sur les EQE et EQS, les nouvelles berlines électriques de la marque, un peu les nouveaux porte-drapeaux électriques, ainsi aussi que leur version SUV. Et en fait, contre un abonnement mensuel, voire même annuel, on peut augmenter la puissance de son véhicule. Alors, à titre d'exemple, par exemple, sur le QE, on passera de 215 à 260 kW et sur le QS de 265 à 330. Donc, en fait, on appelle ça un peu, ils appellent ça l'option Acceleration Increase. Voilà, bon, j'ai pas le super accent en anglais, mais en fait, ce que ça veut dire, voilà, c'est qu'on booste la puissance et les performances du véhicule. Et en gros, on gagne en moyenne, leur exemple, c'est le 0 à 100, à peu près 1 seconde. Alors bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser l'argent pour 1 seconde? Parce qu'en fait, c'est facturé $100 le mois, donc $1 200 à l'année. Alors ça veut dire qu'on imagine que si on garde une voiture 5 ans, ça va coûter $6 000. Il faudrait mettre ça en relation avec la différence de prix entre deux versions de voitures. Ça poserait peut-être aussi, alors c'est aux USA, donc les lois ne sont pas les mêmes, et notamment les règles sur l'homologation, mais ça doit poser aussi des problèmes de réglementation, parce que si on achète une voiture qui est vendue pour telle puissance et que cette puissance est indiquée sur la carte grise, si simplement en mettant sa carte bleue, on peut obtenir 10 ou 20% de puissance en plus, est-ce que ça pose pas des problèmes vis-à-vis du droit et vis-à-vis de l'assurance, par exemple? Je sais pas, Pierre, ça te parle, ça? Alors oui, et c'est vrai que les États-Unis, ils ont un fonctionnement tout à fait particulier, avec une certaine latitude dans tout un tas de domaines d'homologation. À mon avis, effectivement, il y a peu de chances que ça traverse l'Atlantique. Je pense que et c'est déjà le cas, on va retrouver ça sur des options plus de confort ou de système à bord éventuellement. Par contre, pour tout ce qui est lié à la performance, je le vois mal arriver en Europe. Ouais. Alors cela étant, on a quand même un exemple en Europe et en France, c'est Tesla, qui lorsque la Tesla, notamment, je crois la Model 3 Performance est sortie donc au printemps 2019. Elle était donc annoncée pour 450 chevaux et elle a bénéficié, selon comment on se place, de 2 mises à jour successives qui lui ont chacune respectivement apporté 5% de puissance en plus. Si bien qu'aujourd'hui, la Tesla Model 3 Performance, je crois, tutoie ou dépasse les 500 chevaux. Et alors que Alors, on a une certaine tolérance au niveau de l'homologation. Là, je pense qu'on doit encore pouvoir y être. Là, je pense que pour gagner, c'est 1 seconde, c'est ça, au 0 à 100. Il faut un sacré paquet de chevaux en plus. Hein, donc, il me semble, tu vois, justement, là, tu me le dis, il me semble que c'est plus ou moins 10%. Mais je dis peut-être une bêtise, mais au niveau de la puissance affichée, homologuée, ça, c'est des trucs qui datent des moteurs thermiques où forcément, t'as pas forcément la même puissance au cheval près d'un moteur identique à un autre. Voilà. Donc, à voir. Écoute, après, c'est même d'un point de vue philosophique, ça lève pas mal de questions aussi. Ça veut dire que
tu dois, oui, où est-ce que ça va s'arrêter du coup? Est-ce que on va acheter une voiture de base et on pourra se faire des voitures totalement différentes suivant les options qu'on coche d'un mois à l'autre? C'est vraiment une perception différente de la voiture et au final, est-ce qu'elle t'appartient vraiment Voilà, c'est ça. toujours ou, non, c'est vraiment, ouais, c'est peut-être le futur. C'est c'est la question sous-jacente, c'est est-ce qu'aujourd'hui un dispositif, alors je dis dispositif au sens large, donc numérique, t'appartient vraiment. Et on a aussi la question sur d'autres appareils, y compris les téléphones, etc., sur lesquels on s'aperçoit finalement que même si on en est propriétaire et qu'on a payé au prix fort, il y a des fonctions auxquelles on n'accède pas forcément et qui sont bloquées par les constructeurs. Donc effectivement, ça pose cette question-là. Après, est-ce que ça sera le fait? Et l'inverse, excuse-moi, mais peut-être l'inverse, ça serait bien. Là, je réfléchis au fur et à mesure, mais pourquoi pas, ça fonctionnerait pas dans l'autre sens? C'est-à-dire que on a une voiture qui dispose de tout un tas d'équipements électroniques, et puis il y en a peut-être que la moitié qu'on utilise, d'autres nous intéressent pas, et peut-être que ça pourrait être aussi une façon de diminuer le prix d'achat en disant, moi je renonce à tel équipement parce que par exemple je connecte jamais mon téléphone à ma voiture, donc j'ai peut-être pas besoin d'Apple CarPlay. Et si ça permet d'économiser tant d'euros par mois, peut-être dans ce sens-là, ça pourrait être plus bénéfique aux consommateurs. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est à voir. Ça pourrait fonctionner effectivement dans les deux sens. Alors un autre sujet qui arrive derrière. Alors ça peut être aussi un sujet philosophique. C'est surtout un sujet industriel. C'est Ford qui révèle que les voitures électriques demandent 40% de main d'œuvre en moins. Pierre, donc. Ouais. C'est sûr que la voiture électrique, ça chamboule tout, les utilisations, mais aussi la façon de les produire. On a coutume de dire qu'il y a environ 100 fois moins de pièces dans un moteur électrique que dans un moteur thermique. Donc ça compte à la fois pour l'entretien et donc après l'achat, mais c'est aussi avant l'achat pour la fabrication elle-même. Qui dit moteur moins complexe à assembler, dit on a besoin de moins de main d'œuvre et donc moins d'ouvriers. Et personne n'est arrivé jusque-là à quantifier exactement la main d'œuvre en moins qui était requise pour une voiture électrique. Et Jim Farley, le PDG de Ford, a donné un chiffre. Il s'agit de 40% donc en moins. Donc c'est pas rien, c'est parce qu'on a une industrie de l'automobile qui est un petit peu en difficulté ces dernières années. C'est un petit peu un coût supplémentaire. Mais par contre, écoutez, Jim Farley a rassuré tout le monde, rassuré en tout cas au moins ses ouvriers, en disant que même si eux, ils prévoient d'ici 2030 de produire au moins 50% de voitures électriques, ils disent ça changera strictement rien, on va pas procéder à des licenciements, on va juste relocaliser les personnes dont on n'a plus besoin sur les chaînes d'assemblage dans d'autres services de l'entreprise. Et c'est c'est aussi une forme de recyclage sympathique. Et si ça peut préserver l'emploi, ça aussi c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Ouais, donc oui, les voitures électriques sont prétendument plus simples, effectivement, à construire, moins de pièces. En fait, la complexité de la voiture électrique ou la complexité générale d'une voiture se reporte entre le thermique et l'électrique, de la mécanique à l'électronique, en fait. C'est-à-dire que une voiture électrique a effectivement beaucoup moins de pièces mécaniques en mouvement, est plus facile à monter. En revanche, toute la partie gestion, toute la partie software est probablement un petit peu plus aujourd'hui sophistiquée que la partie software d'une voiture thermique, quoique, mais en tout cas, ne serait-ce que pour la gestion, la partie gestion de la charge, gestion de la batterie, éventuellement planification d'itinéraire, préchauffage, etc., etc. Donc probablement, on imagine, et c'est un peu ce que dit le PDG de Ford, c'est que une partie du personnel qui ne serait plus employé à fabriquer les voitures électriques pourrait passer dans d'autres services, même si c'est pas, on imagine bien, les mêmes qualifications, mais peut-être qu'il va y avoir un processus de transition et de formation important au sein des grands industriels de l'automobile qui sont en pleine transition vers l'électrique. Autre sujet, on revient à la recharge. Automobile Propre a assisté au lancement de la recharge rapide et pas chère de Lidl. Alors Lidl, on connaît, on en a déjà parlé, on a déjà mentionné Lidl récemment à l'occasion notamment des Watts d'or, puisque dans les candidats au meilleur réseau de recharge de l'année, Lidl figurait de façon
peut-être un petit peu étonnante, mais tout simplement parce que lorsqu'on a fait la sélection, je l'avais déjà expliqué, on s'était aperçu que Lidl était un véritable opérateur à part entière et pouvait être considéré comme un véritable réseau et opérateur de charge avec plus de mémoire, plus de 300 stations en France. Et donc là, Lidl vient d'ouvrir une vraie station que je qualifierais même de superchargeur, Florent. Oui, en fait, c'est une nouvelle étape de la stratégie, parce que comme tu le dis, ils ont déjà beaucoup de bornes sur les parkings de leurs supermarchés, mais souvent, il y a une ou borne de petite puissance. Et là, ils vont vraiment à l'étape d'après, car ils se lancent dans la recharge rapide et même ultra rapide avec des stations dédiées. Voilà, ça ressemble à une station, comme une station-service, sauf que c'est des bornes de recharge électrique. Il y en a 13 par station. La première qui a ouvert, c'est au nord de Lyon, mais d'autres vont suivre assez rapidement. Et ça va jusqu'à 360 kilowatts. Alors ça encore, le 360 kilowatts n'est pas encore débloqué, mais ça va être fait d'ici quelques semaines. Ça sera, c'est des bornes en fait de 180 qui sont couplées ensemble. Donc en fait, la puissance va se distribuer parce que c'est vrai que des véhicules qui chargent à cette puissance, il y en a pas. Donc le but, c'est de distribuer la puissance. Mais c'est vrai que l'accent est mis sur les recharges rapides avec une majorité de bornes en 90 et 180 kilowatts. Et c'est fait avec Lidl, c'est les bas prix. Là aussi, ils cassent les prix de la recharge ultra rapide parce que le kilowattheure sur les fortes puissances en 90, 180, 360 kilowatts est de 40 centimes. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que Tesla, même si pour l'instant, il n'y a qu'une station ouverte chez Lidl, mais peut-être aussi pour ça que Tesla a baissé ses prix, car, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché qui commencent petit à petit à grignoter des parts de marché. Et surtout qu'en fait, là, les emplacements n'ont vraiment pas été choisis au hasard. Là, celle-là, c'est un Lidl qui est au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, mais c'est à quelques centaines de mètres d'une sortie de l'autoroute A6. Donc, elle s'adresse à tout le monde. Elle ne s'adresse pas qu'aux clients qui vont faire leurs courses chez Lidl. Elle s'adressera aussi à ceux qui font le Paris-Marseille. Oui, tout à fait. Et comme je l'avais déjà dit la dernière fois, cette station est aussi dans une zone qui commence à être un petit peu sous la pression concurrentielle, puisque pas très loin il y a une Ionity et un peu plus au sud, et pas très loin, un peu plus au nord, il y a une Fastned. Donc et puis il y a aussi une Tesla pas très très loin. On va dire que dans un secteur de 20 à 30 kilomètres, on a pratiquement tous les grands acteurs de la recharge rapide. Donc, et puis effectivement une Electra aussi, pas très très loin. Donc, si on veut se faire finalement un échantillon assez représentatif de tout ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché en termes de recharge rapide, il suffit de venir dans ce secteur et sur un rayon d'environ 20 à 30 kilomètres, on a les 5 grands opérateurs. Donc, effectivement, de la concurrence. Et puis, précisons quand même que la recharge sur les bornes 22 kilowatts coûte 25 centimes du kilowattheure. Donc, une initiative intéressante de Lidl qui effectivement est une première au nord de Lyon, mais qui va se développer assez rapidement sur d'autres points de charge. Max, ça t'inspire quelque chose, toi qui roules en voiture électrique et qui est certainement soucieux de ton budget recharge? Ah, on n'a pas de son. Pardon, j'ai coupé le micro. Alors moi, personnellement, je vais reprendre. Personnellement, moi, je recharge assez peu en dehors de chez moi. J'ai rechargé, je pense, depuis que j'ai ma voiture, 95% à mon domicile. En dehors de grands déplacements pour des voyages ou autres, où je vais plutôt préconiser souvent les bornes de station, enfin les bornes de recharge les plus fiables et les moins coûteuses, bien entendu. Alors, je sais pas trop où Lidl se place en termes de fiabilité, personnellement. Mais c'est clair que plus il y a de bornes de recharge et plus il y a de personnes qui proposent différents tarifs, que le marché de la recharge en dehors de chez soi va se développer, va devenir plus intéressant pour tout le monde. Alors c'est vrai que ça représente, on parle beaucoup en fait parce que c'est un sujet qui est un petit peu dans le focus, parce que ça correspond vraiment à une attente et à un usage, c'est-à-dire pouvoir partir en voyage avec la voiture électrique, mais en fait effectivement au quotidien, dans la réalité, ça représente même pas 10% du marché de la recharge, puisque la plupart du temps on se recharge soit chez soi, soit peut-être quand on a la chance dans son entreprise. Donc ça reste des usages un peu plus exceptionnels.
Mais par contre, c'est là-dessus que se fait effectivement se jouent les enjeux de la recharge, parce que ça touche, pardon, à quelque chose qui est assez fondamental chez l'homme, c'est-à-dire cette sensation de pouvoir partir quand il veut, où il veut, et donc la liberté de circulation en fait. Donc c'est vachement important, même si dans les usages ça reste finalement minoritaire. Dernier sujet avant de passer à vos récents périples, messieurs, un sujet sur le rétrofit, pardon, décidément. Donc le gouvernement veut rendre le rétrofit plus accessible. Alors le rétrofit, on en a déjà parlé. Petit rappel sur ce que c'est. C'est l'activité qui consiste à transformer des voitures thermiques, alors souvent d'anciennes voitures thermiques, en voitures électriques, en retirant tous les organes liés au thermique pour mettre à la place un moteur électrique et une batterie. Et aujourd'hui, on parle d'un marché prometteur, mais qui a du mal à démarrer pour différentes raisons. Pierre, que le gouvernement veut accélérer sur le sujet. Ouais. Alors rétrofit, ça répond à pas mal de problèmes. Ça coûte moins cher, et c'est aussi écologiquement plus acceptable de convertir un ancien modèle thermique à l'électrique. Pourquoi ? Parce que on a juste à produire entre guillemets, un moteur électrique et des batteries, et pas une voiture entière. Donc forcément, au final, ça coûte moins cher. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier que à partir de 2035, il y aura plus, on pourra plus vendre de nouveaux modèles thermiques, et il restera quand même un parc absolument énorme de voitures thermiques. On parle de au moins 20 millions de voitures thermiques, et que, il faudra offrir la possibilité de convertir aussi ces 20 millions de voitures, ce qui serait un levier pour diminuer les émissions. Sauf que ça serait très simple si il n'y avait pas de nombreux obstacles qui sont ne serait-ce que les normes à respecter. Il faut, pour pouvoir convertir une voiture thermique à l'électrique, il faut respecter un très très grand nombre d'obligations légales pour que ce soit homologué. Et qui dit de nombreuses choses à respecter, dit au final qu'il y a un coût énorme, qui vient pas forcément de la transformation mécanique, c'est juste d'homologation, de frais d'homologation. Donc le gouvernement en a bien conscience, et a bien conscience à la fois du coût énorme que c'est, parce que c'est en dessous de 10 000 euros pour un petit modèle, on n'a rien, et encore pour 10 000 euros, on n'a pas grand-chose à ajouter donc au prix de sa voiture thermique. Donc le gouvernement on a commencé à en parler lors du dernier mondial de l'auto, et attribué une enveloppe de 20 millions d'euros pour les professionnels du secteur. Alors 20 millions d'euros comme ça paraît beaucoup, mais alors selon moi, c'est pas extraordinaire non plus. Je trouve que il faut quand même, il y a une filière véritablement à mettre en place. Pour l'instant, on a des acteurs qui sont quand même relativement petits. Et si on avait vraiment de vraies ambitions, je pense qu'il faudrait une enveloppe un peu plus grande que ça. Mais je pense que ça va au moins aider à ce que certaines choses s'installent, et à mon avis, ça pourra se confirmer avec d'autres enveloppes un peu plus tard. Alors effectivement, voilà. On a un peu l'impression que le gouvernement considère encore que c'est un marché de niche. C'est vrai que c'est un marché qui est aujourd'hui investi beaucoup par des jeunes entreprises, des startups qui se sont montées sur le sujet. Et du coup, voilà, on se dit, bon, le gouvernement pense que c'est un marché qui n'est pas très très important, donc on alloue 20 millions. 20 millions, franchement, entre nous, on va pas se mentir, en termes de subventions, c'est que dalle. Donc il faudrait avoir une politique un peu plus ambitieuse, et du coup, peut-être que d'autres acteurs arrivent sur le marché avec un peu plus de force industrielle, je ne sais pas. Tout à fait. En plus, quand je dis 10 000 euros pour un petit modèle, c'est vraiment le minimum vital. Et je peux te le dire pourquoi.
parce qu'on a déjà commencé à faire un petit peu de teasing, c'est que Automobile Propre s'est lancé dans un petit projet maison de rétrofit. Alors, on donne pas de détails pour l'instant, on va vous faire un petit peu mariner, mais on a déjà mis le doigt dedans et ça coûte une fortune absolue. Donc, on sait que c'est très très cher déjà pour un professionnel qui va pouvoir s'associer à d'autres entreprises, mais pour un particulier tout seul, c'est juste impossible. Voilà, j'en profitais juste pour faire un petit teasing. Restez branchés, comme on dit. On vous en dira bientôt bien plus, et ça s'annonce très très chouette. Super projet. Donc effectivement, Automobile Propre met les doigts dans la prise. On aurait dit avant met les doigts dans le cambouis, mais effectivement, ça va être super intéressant à suivre. Je suis très impatient de suivre ça, même si pour l'instant, effectivement, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Alors justement, vous avez aussi dans votre besace quelques récits assez croustillants et assez savoureux sur les derniers essais que vous avez faits, Pierre et Max notamment, et notamment un dernier road trip là qui est assez récent, pendant lequel vous avez conduit une voiture électrique, mais dans des conditions très particulières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Alors oui, on s'est lancé dans un projet assez ambitieux de faire un road trip en caravane. Alors c'est une idée qui vient qui date d'il y a quelques mois maintenant. On voulait faire un partenariat avec une chaîne YouTube qui parle aussi de voitures électriques, mais finalement, de fil en aiguille, c'est toujours compliqué l'organisation. Donc on a finalement un peu adapté le projet et on a réussi à partir avec Andy David. Donc que vous avez pu retrouver à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube d'Automoto, c'est ça hein? Ouais, ancien rédacteur en chef adjoint d'Automoto et qui a publié un premier essai la semaine dernière de l'Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. C'est ça. Voilà, et en fait, oui, on a pris une voiture chacun. En fait, on a fait deux petits équipages, une Renault Mégane électrique et puis une Hyundai Ioniq 5 dans sa dernière version avec la batterie 77 kWh. Et on a pris deux caravanes prêtées aimablement par la société Trigano, qui est un acteur énorme dans le monde de la caravane en France. Et on est parti à l'aventure. À l'aventure, pourquoi ? Parce que à Automobile Propre, on a quand même la prétention de s'y connaître un petit peu en voiture électrique, mais par contre, en matière de caravane, on n'y connaît strictement rien. Et on avait envie, mais c'était une volonté. On voulait partir à l'aventure. On voulait vraiment se lancer et donc faire des erreurs évidemment au début. On en a fait et on le verra dans la vidéo. Faire face à des difficultés inédites par rapport à l'utilisation, la voiture électrique, lier la voiture électrique à la caravane. Il y a des difficultés supplémentaires et qu'on verra. Je pense que Max peut nous révéler quelques difficultés, par exemple, qu'on a rencontrées, notamment au niveau de la recharge, tout bêtement. Oui, tout bêtement au niveau de la recharge, actuellement les stations de bornes de recharge ne sont pas adaptées à pouvoir recharger avec un attelage. Une caravane attelée à l'arrière de la voiture. Sauf Fastned. Exactement, sauf Fastned et peut-être d'autres. Comment on va appeler ça ? Thierry, qui nous a expliqué comment fonctionnaient les caravanes et chez qui nous sommes allés récupérer les caravanes, nous parlait de stations Ionity qui étaient également adaptée, traversante, on va dire, pour pouvoir garder la caravane attelée à l'arrière de la voiture tout en rechargeant. Alors bien sûr, la difficulté va aussi varier en fonction de la voiture, puisque la prise de recharge varie sur les véhicules électriques. Certaines l'ont à l'avant, d'autres sur le côté à l'arrière. Mais du coup, la solution de facilité, si je puis dire, c'est de larguer la caravane sur une place réservée aux poids lourds. Donc, à chaque arrêt recharge, et c'est plutôt fréquent, puisque la caravane augmente la consommation de la voiture électrique d'un certain pourcentage. On va peut-être pas le révéler, on va peut-être le garder secret pour l'instant, Pierre. Oui. Mais disons que c'est surprenant.
il faut à chaque fois désatteler la caravane, puis se rendre à la station de recharge et retourner la récupérer avant de reprendre son périple. Donc voilà, faut le garder à l'esprit. C'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude de le faire, hein, n'est-ce pas? Parce que nous aussi, c'était les premières fois qu'on attelait et désattelait une caravane dans le noir, la nuit, sous la pluie. Je vous imagine bien, ouais. Je vous imagine bien, ça a dû être épique. En plein mois de novembre, ouais. C'était particulier, ça a laissé quelques séquelles, mais voilà, c'était chouette à faire. Quel était l'itinéraire, le trajet? Vous êtes parti d'où et vous êtes arrivé où? Alors on est parti de Paris. Vas-y Pierre. Excuse-moi. Ouais, on est parti de Paris où on est parti d'abord avec les voitures sans caravane parce qu'on voulait avoir déjà une première idée de la consommation avec les températures du moment. Et on a récupéré les caravanes juste à côté du Mans à la Ferté-Bernard chez Caravane 2000 et après on est remonté en direction du Mont-Saint-Michel donc avec ces caravanes là. Et voilà. Alors on s'est pas facilité la tâche, hein, évidemment, parce qu'on l'a fait en novembre, quand il fait bien froid et justement où les consommations déjà sans caravane sont plus élevées que d'habitude. Et puis on a choisi aussi 2 modèles de caravane bien différents, puisque côté Mégane, on avait une caravane qui faisait 900 kg et qui était dite surbaissée, c'est-à-dire qu'elle était à peine plus haute que le toit de la Mégane. Par contre, côté Ioniq 5, on avait un beau bébé de 1100 kilos ça faisait imagine depuis le pare-choc avant de la Ioniq 5 jusqu'à l'arrière de la caravane, ça faisait 11 mètres et c'était une caravane 6 places qui faisait 2 mètres, alors attends, de mémoire, elle faisait 2 mètres 30 de haut, 2 mètres de large. Et là, ça faisait, c'est pas vraiment une question de poids qui influence la consommation. En tout cas, c'est pas l'élément le plus important. C'est surtout que tu traînes un parachute de façon constante. Et je peux vous dire qu'on a atteint des consommations records dans ces conditions-là. Voilà. Mais ça aussi, ça sera des choses qu'on révélera dans notre vidéo qui va paraître, on peut le dire, la semaine prochaine. Sur Automobile Propre. Bon, génial, on regardera ça avec attention, ça va être un grand moment, je pense. Ça fait aussi réfléchir sur le fait que la voiture électrique, c'est aussi tout un environnement et tout un écosystème, et aussi, entre guillemets, j'utilise toujours des termes informatiques, mais on se refait pas quand on est geek comme moi, mais en termes de périphérique, et la caravane, peut-être que les constructeurs de caravanes vont devoir un jour repenser aussi leur façon de fabriquer leur caravane pour utiliser des matériaux plus légers et des engins qui seraient peut-être beaucoup plus aérodynamiques qu'ils ne le sont aujourd'hui et qui fassent vraiment corps avec la voiture de façon à faire baisser la traînée. Ça va même plus loin que ça, parce que justement, on a eu l'occasion de discuter avec ces gens très sympathiques de Trigano, et ils ont actuellement, c'est pas un secret industriel que je vous annonce aujourd'hui, mais ils ont même, ils sont en train de développer des caravanes hybrides, c'est-à-dire qui emportent des batteries ainsi que des moteurs et qui en fait serviraient d'assistance à la voiture qui tracte. Alors, elle se déplace pas toute seule d'elle-même, mais il s'agit en fait de diminuer l'influence de la masse en apportant, tu vois, en réduisant un peu la traînée. Et visiblement, et c'est déjà un stade de développement très avancé, mais l'un des écueils, ça sera un peu comme le rétrofit, c'est-à-dire qu'il y a une question d'homologation ensuite, parce que forcément, qui dit moteur et batterie supplémentaire dans la caravane, dit poids plus élevé, et surtout, on aura à la fin, quand ça sera totalement développé, un véhicule d'un nouveau genre, puisque ça sera à la fois quelque chose qui est tracté, mais qui disposera de sa propre façon de se déplacer. Et ça, visiblement, ça nécessitera la création d'une nouvelle catégorie pour que ce soit homologué. Mais les constructeurs de caravanes, et notamment Trigano, qui a de nombreuses marques, travaillent sur le sujet. Et sont vraiment attentifs à tous ces aspects-là. Si je peux juste terminer, il y a quand même une petite conclusion qu'on a eue à la fin de ce sujet de caravane, c'est que c'est pas forcément. On a rencontré des problèmes
qui venait pas forcément de la voiture électrique elle-même, comme souvent, mais plus une question d'infrastructure qui ne sont pas adaptées. Et ça, on l'a déjà rencontré évidemment avec quand il y avait moins de stations de recharge et tout ça. Mais là encore une fois, une des choses qui nous a permis de souligner, c'est les problèmes venaient pas des voitures électriques qui sont au point pour la plupart, mais venaient plutôt du reste et notamment de la possibilité de recharger qui devient plus difficile malheureusement. D'accord. Alors on est encore loin des attelages que j'ai pu voir récemment aux États-Unis où ce n'est plus la voiture qui tracte la caravane, mais c'est presque la caravane qui tracte la voiture, puisqu'en fait on a des attelages où la motrice en fait est un camping-car qui fait à peu près la taille d'un autobus chez nous et qui tire la voiture, parce que quand on arrive sur un point de résidence, eh bien il faut bien pouvoir se déplacer et donc le camping-car tracte la voiture, et la voiture peut être une petite voiture, mais maintenant on a même des camping-cars qui tractent des F-150, des énormes SUV. Et j'ai fait quelques photos, c'est assez surréaliste. Et effectivement, derrière le camping-car, parfois il y a aussi une ou deux Harley Davidson entre le camping-car et la remorque. Enfin, c'est assez. En fait, les gens amènent vraiment leur maison avec eux. Donc on n'en est pas encore là, mais voilà. Alors vivement la semaine prochaine qu'on découvre ce reportage qui paraît assez intéressant et plein de petites anecdotes assez croustillantes. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode, et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître encore un petit peu plus. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!